Le sleeper parfait arrive enfin en 2025. Voici la nouvelle BMW 550e. Touring presque 500 chevaux de puissance, 90 km en 100% électrique pour un break hybride rechargeable extrêmement discret mais très rapide, des performances en accélération dignes d'une Porsche 911 d'il y a quelques années. Et oui, BMW sait encore faire des moteurs. Et avec celle-ci, ils vont clairement à l'encontre de la dynamique du marché, puisque vous le savez comme moi, les véhicules hybrides rechargeables sont pour leur grande majorité des SUV en 2025, que ce soit en France, dans le reste de l'Europe, mais aussi dans le reste du monde. Et BMW va un petit peu à contre-courant en commercialisant ce véhicule, car il y a encore des fans de break en France et dans le reste du monde, il faut le savoir. Un véhicule très haut de gamme, exclusif, discret, mais qui apporte la quintessence de BMW, tant sur le plaisir de conduire que sur ses performances et ses technologies. Ça, on va le vérifier. Est-ce que ça a encore du sens d'acheter un break hybride rechargeable de quasi 500 chevaux en 2025? Est-ce que surtout, ces rares concurrentes vont lui passer devant? Ils n'ont pas attendu BMW pour étoffer leur technologie, s'améliorer, pour apporter plus de dynamisme à leur voiture. Et donc du coup, elle se voit un petit peu bousculée par ses concurrentes dans son segment, un segment assez confidentiel. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à leur faire de l'ombre? Je répondrai également à cette question en fin de vidéo. Et pour répondre à l'ensemble de ces questions, je vais bien sûr vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai cet essai avec ses qualités et aussi ses défauts. Et j'en ai trouvé pas mal. Et enfin, je la comparais à toutes ses concurrentes pour que vous puissiez strictement tout savoir sur cette nouveauté de chez BMW. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu surtout, ça nous aide beaucoup. Vous êtes prêts? C'est parti! Sur l'extérieur, commençons par la face avant. En haut du pare-brise, on a une caméra pour l'aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et la commutation automatique des feux de route. Ensuite, on a un capot moteur assez nervuré qui lui donne un aspect sportif qui épouse parfaitement cette double calandre assez large et haute. Iconic Glow qui s'illumine. Là, on a un pack Shadowline M étendu, ce qui vous apporte en fait beaucoup d'éléments décoratifs sur toute la carrosserie de la voiture en noir brillant. On a des projecteurs Advance Full LED qui sont présents. On peut remarquer par rapport à l'ancienne 545e que les projecteurs sont beaucoup plus fins et le regard de la voiture est beaucoup plus sportif et bestial et surtout plus harmonieux avec le reste de la carrosserie. Il y a un côté un petit peu moins pâteau et cette finesse, je trouve que ça lui permet d'amincir la face avant du véhicule. On a une très large entrée d'air centrale avec juste en dessous une lame de bas de bouclier qui reprend la couleur carbone schwarz de la voiture. Et puis on a des écopes latérales aux extrémités du bouclier avant qui sont en noir brillant, qui ne sont pas factices. Elles sont là pour venir refroidir le système de freinage lorsque c'est nécessaire. Un avant discret, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne s'attend pas à avoir un moteur de 500 chevaux dans cette voiture. C'est aussi ce que recherche le type d'acheteur sur ces breaks à haute performance, de la discrétion, mais aussi une réserve de puissance assez importante pour pouvoir accélérer correctement quand vous êtes au feu rouge. Jantes de 20 pouces sur notre modèle qui sont facturées 1 300 €. Ce sont les styles 939M bicolore. Vous avez un gris clair et un gris anthracite, si vous ne l'avez pas encore bien vu. Et avec des pneus Pirelli P0. D'ailleurs, pour les pneus, si vous partez en vacances, vérifiez bien que l'usure des pneus n'a pas dépassé le témoin d'usure. La limite légale, c'est 1,6 mm. Donc pour vérifier ça, en fait, vous prenez une pièce de 1 €, vous la positionnez dans les fentes de votre pneu. Et si vous avez la couronne jaune qui dépasse, ça veut dire que votre pneu, en fait, il est trop usé, il faut le changer. Et si vous voulez le changer, vous pouvez aller sur le site de 1001pneus.fr qui sponsorise cette vidéo d'ailleurs au passage. C'est un des leaders de la vente de pneumatiques en ligne. Ils ont plus de 50 000 références sur leur site internet. Vous pouvez vous faire livrer chez vous directement vos nouveaux pneus. Ou sinon, vous voulez faire livrer dans un des 4500 centres partenaires en France. Ils ont tout type de pneus, des pneus hiver, pneus été, pneus 4 saisons, pneus tout-terrain pour n'importe quel type de voiture, des citadines, des breaks comme celle-ci, des voitures de sport, des camionnettes et même aussi des motos si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, vous allez sur leur site internet, vous pouvez les contacter par téléphone, par le chat, aussi par email si vous le souhaitez. Ils ont aussi des rubriques spécifiques pour les véhicules hybrides ou 100% électriques. Pourquoi? Car sur ces véhicules, il faut faire attention à gérer
améliorer l'autonomie. Ils ont plus de poids, donc il faut des pneumatiques qui sont là aussi spécifiques. Et il y a aussi un couple qui est instantané et du coup une déformation des pneus qui est plus rapide et plus importante. Donc il faut des gommes qui soient adaptées à ce type de motorisation. Donc allez sur leur site internet pour trouver vos prochains pneus. Je vous mets en description de la vidéo leur site internet. Vous avez juste à cliquer et à mon avis, vous allez trouver votre bonheur assez rapidement. Étriers de frein M Sport de couleur rouge, vous pouvez aussi les avoir en bleu. Les passages de roues sont en couleur carrosserie. La jupe latérale est en noir par contre. Et on retrouve des poignées de porte qui sont affleurantes en couleur carrosserie, tout comme d'ailleurs les coques de rétroviseurs qui sont en couleur carrosserie. Vous pouvez les avoir en carbone en option. Les rétroviseurs, ils sont dégivrants, électriques et rabattables électriquement, électrochrome côté conducteur, rappel de clignotant juste ici. Et vous avez aussi les caméras qui vous permettent d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Encerclement des vitres en noir brillant, tout comme d'ailleurs les barres de toit qui sont en noir brillant. Vitrage calorifuge pour 550 €. On retrouve le Pli of Meister, trappe de carburant qui vous donne accès un réservoir de 60 litres de capacité. On a un empattement de 3 mètres. Ils ont quand même réussi à trouver de la finesse dans un type de véhicule, les breaks, qui est souvent critiqué pour le manque d'harmonie dans son dessin et dans son esthétique. Et ça, BMW l'a bien réussi selon moi, surtout sur cette partie arrière. L'accès à la batterie se fait côté gauche, à l'avant du véhicule, contrairement au réservoir de carburant qui est à l'arrière droit. Là, vous avez accès à une batterie avec une capacité brute de 22,1 kWh et qui vous permettra de faire, selon BMW en cycle mixte, environ 90 km. Je vais revenir sur la partie de l'essai routier, sur la véritable autonomie que j'ai réalisée pendant mon essai. 11 kW de puissance de recharge maximum, donc sur une borne de recharge 11 kW, pour passer de 0 à 100%, il vous faudra environ 2h15 pour recharger complètement votre batterie. Plusieurs teintes de carrosserie sont proposées. Là, on est sur un M Carbon Schwarz métallisé qui est facturé 1200 €. Dans la même teinte d'ailleurs, Carbon Schwarz, vous avez le béquet arrière avec la partie inférieure qui est en noir brillant, qui intègre le 3e feu stop. Et puis dans le prolongement, sur les côtés de la lunette arrière, on a aussi ces éléments décoratifs qui sont en noir brillant. Dommage qu'ils aient positionné l'essuie-glace sur le bas de la lunette arrière. On retrouve le logo BMW avec ce liseré bleu spécifique aux versions électrifiées chez BMW. Et puis un diffuseur, un bas de diffuseur qui est assez carré. Et ça, c'est lourdement amplifié par le positionnement des catadioptres verticaux juste ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Le côté carré, ça saute un petit peu aux yeux. Et la partie vraiment inférieure du diffuseur est en noir brillant. Et vous pouvez, pour 1250 €, c'est le cas sur notre modèle d'essai, avoir un dispositif d'attelage électrique qui vous permettra de tracter 750 kg en non freiné et 2 tonnes en freiné. Ouverture et fermeture électrique du haillon avec fonction main libre, 570 litres dans cette configuration et 1700 litres banquette rabattue. Vous pourrez rabattre la banquette arrière avec les éléments de commande qui sont à droite et à gauche à l'intérieur du coffre. Vous pourrez aussi déployer le crochet d'attelage électrique avec la commande qui est située à droite. Et puis il y a juste à côté une prise 12 volts qui est disponible. Il y a des filets de maintien pour des rangements latéraux. À droite, également à gauche, avec un éclairage sur la partie droite et la partie gauche juste à l'intérieur. Il y a aussi un cache-bagages qui est présent, juste là. Sous le plancher du coffre, vous avez un léger rangement dans lequel il y a un filet de séparation qui est présent. Il y a aussi votre triangle de signalisation. Le rangement n'est pas très profond sous le plancher du coffre, mais ça vous permettra quand même de ranger quelques éléments sans trop de soucis. Un coffre qui vous suffira pour partir en vacances, mais on est quand même assez loin de ce qu'on peut retrouver sur des SUV hybrides rechargeables. Au niveau de ses dimensions, 5,06 m en longueur, 1,90 m en largeur, 1,52 m en hauteur et le poids 2285 kg sur la balance. Donc en 2025 en France, il faudra vous acquitter lors de sa première immatriculation sur le territoire français d'un malus au poids de 7650 €. Et heureusement, il y a un abattement de 200 kg sur cette voiture hybride rechargeable car son autonomie en 100% électrique dépasse les 50 km. Ça commence à faire mal la fiscalité en France sur ce type de voiture. Moteur hybride rechargeable 550E. Donc vous avez un 6 cylindres 3 litres Twin Power Turbo fait 313 chevaux, qui est associé à un moteur électrique synchrone AM en permanent qui est intégré à la boîte de vitesse. Transmission X-Drive, donc transmission intégrale, avec une boîte automatique Steptronic à 8 rapports. Puissance combinée 489 chevaux, 700 Nm de couple tout de même. Et malgré les 2285 kg sur la balance, le 0 à 100 km/h, il a battu en 4,4 secondes. Vitesse max 250 km/h. Et vitesse maximum en 100% électrique, c'est 140 km/h. Sur sa consommation mixte, elle est annoncée par BMW à 1 litre au 100 km. Alors vous le savez, 1 litre, ça marche si vous ne faites quasi que
vos trajets en 100% électrique. Ce qui est important, c'est la consommation batterie déchargée. Elle est annoncée à 8,5 litres. Moi, j'étais environ 9 litres quand même batterie déchargée sur cette voiture. Il faut quand même le prendre en compte et il faut vraiment, si vous achetez ce genre de voiture, pouvoir vous recharger. Sinon, ça n'a que très peu d'intérêt d'acheter un véhicule hybride rechargeable qui, à l'achat, représente un surcoût assez significatif par rapport à une voiture qui n'est pas associée à un moteur électrique. Autre point important, la consommation en électrique, elle est annoncée à 23,4 kWh au 100 km. Prix de base, 86 650 €. Et le modèle que je vous présente dans cette vidéo, lui, s'affiche à 109 838 €. Ça commence à faire beaucoup d'argent, sachant qu'il y a une petite quinzaine d'années, pour le même montant, vous aviez une BMW M5, toute option. Pas de malus écologique sur cette voiture, mais vous n'aurez pas non plus de bonus écologique, puisqu'elle dépasse le seuil de déclenchement de ce bonus éco. La fiscalité, je vais y revenir, c'est important d'en parler. En 2025, elle a lourdement augmenté, puisque ces véhicules, effectivement, ne sont pas sujets à acquitter un malus écologique à l'immatriculation. En revanche, maintenant, il y a le malus au poids, 7 650 €, ça commence à faire beaucoup pour une voiture électrifiée. Mais surtout, l'énorme différence, c'est depuis début février 2025, le montant des avantages en nature a pris 70% d'augmentation pour ceux qui souhaitent acheter ce genre de véhicule sur leur société. Encore des génies du gouvernement qui ont pondu une règle complètement débile, mais je me demande quel est l'objectif. Peut-être que l'objectif est de rouler uniquement avec des citadines 100% électriques avec lesquelles sur autoroute, parce que là on parle bien d'une routière, avec lesquelles sur autoroute vous ferez environ 150-170 km. Donc pour faire un Paris-Nice, vous allez mettre une bonne quinzaine d'heures à peu près. Je pense que le problème des génies du gouvernement, c'est qu'ils sont complètement décorrélés de la réalité d'un utilisateur de voiture. Certes, ça a du sens d'avoir en ville une voiture citadine 100% électrique, je suis le premier à le dire. Pour moi, ça a vraiment du sens que 100% des voitures citadines soient électriques. En revanche, quand on aime rouler, on sait très bien que le réseau d'infrastructures des bornes de recharge en France, c'est grandement étoffé, mais il faut avoir des voitures adaptées. Des voitures qui rechargent très vite, avec des grosses batteries. Ce sont des voitures qui coûtent relativement cher. Aujourd'hui, même avec l'évolution de toutes les technologies qui ne nous permettent pas d'avoir la même flexibilité, la même rapidité qu'un véhicule hybride rechargeable. Peut-être qu'ils veulent que les entrepreneurs arrêtent de se déplacer et qu'ils vont nous pondre une téléportation dans très peu de temps. Mais je trouve que ces règles sont d'une débilité profonde et vous êtes nombreux à le penser d'ailleurs. Et j'espère que notamment la loi Café va évoluer en la faveur des automobilistes d'ici quelques temps. L'électrique, oui, mais avec raison. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière sellerie simili-cuir Veganza avec le centre de l'assise et du dossier qui sont perforés. C'est assez joli avec cette couleur claire notamment. Alors seule petite chose un petit peu atypique, sur la banquette arrière, le haut de la sellerie est en couleur noire. Alors c'est peut-être pour un peu plus matcher avec tous les éléments noirs qui sont sur la partie arrière du véhicule. Les vitres de custode apportent très peu de lumière dans l'habitacle, puisqu'elles sont très fines. On ne s'en rend pas trop compte à l'extérieur, mais on s'en rend beaucoup plus compte à l'intérieur. On a un toit panoramique qui n'est pas ouvrant, il est occultant seulement, ça c'est une option à 1 700 €. Ciel de pavillon en alcantara anthracite, ça c'est 1 250 € en option, mais pour le coup je trouve ça très beau. Pas de poche aumônière, en revanche on a le système Travel & Comfort qui vous permettra de positionner une tablette juste ici, et il y a une prise USB-C. Siège arrière chauffant, ça c'est inclus dans le pack confort. Vous pourrez les régler directement avec l'écran qui est au centre, avec lequel vous réglerez la climatisation avec ces deux bus d'aération qui sont orientables et également le chauffage. Deux prises USB-C juste là, un tout petit rangement, un tunnel central qui est très présent. Il y a une remontée qui fait un bon 20-25 cm. Sinon en termes de confort, là j'ai réglé le siège avant pour ma taille, donc j'ai de la place pour mes pieds sous le siège, ça c'est un bon point. Faites attention à ça quand vous essayez des véhicules, ne vous fiez pas toujours à l'espace entre vos genoux et la structure du siège avant. Il faut aussi regarder si sous le siège avant vous avez de la place. Là il y a un bon 20 cm, ce qui fait que même avec des chaussures montantes, vous pourrez positionner vos pieds et ainsi avoir une posture beaucoup plus confortable pour de longs trajets. Il y a de la place aussi au niveau de la tête, là j'ai un bon 5-10 cm sans aucun souci et au-dessus, donc une personne de 1,95 m pourra s'asseoir à l'arrière sans trop de soucis. On va dire que 4 personnes de grande taille dans cette voiture pourront s'enchaîner 1000 km d'une traite sans souci. La 5e personne, ce sera un peu plus complexe, retenez-le quand même. Il y a aussi des bus d'aération sur le pilier B de la voiture, juste là. Sur la ceinture, on a des liserés aux couleurs Motorsport qui sont présents. La banquette arrière, elle est rabattable en 40-20-40 et on a un accoudoir central avec 2 portes-gobelets qui est disponible. Et sur les contreportes, la qualité est tout de même en rendez-vous, vous allez me dire à 109 000 €, ça c'est un minimum, avec des inserts décoratifs de bonne qualité, les enceintes du système Harman Kardon, même le bas de la contreporte, et vous pouvez pour 400 € avoir un store occultant en option. Sur les contreportes à l'avant,
Même constat hein, sur la qualité des assemblages. On a en plus des inserts décoratifs Dark Silver M fibre de carbone et fil argenté brillant. Ça c'est 600 € en option sur notre modèle. Il y a un éclairage d'ambiance personnalisable avec barre lumineuse dans tout l'habitacle à l'avant. Système audio Harman Kardon 12 haut-parleurs sur notre modèle. Vous pouvez aussi avoir le Bauer et Wilkins 18 haut-parleurs pour 800 €. Et sur les sièges avant, ils sont électriques avec fonction mémoire pour le conducteur. C'est 1300 € sur notre modèle. Ils sont chauffants et ventilés. Il y a les appuis lombaires ajustables. Sur le confort des sièges à l'avant, bon là c'est vraiment royal. J'ai strictement aucune critique sur ces sièges. Pour moi, ils ont réussi à la perfection à proposer des sièges de voiture routière. Vous avez un maintien au niveau du dos qui est parfait. Les flancs des sièges sont pas trop marqués, donc on peut vraiment parfaitement se positionner dans le siège et même se décaler un petit peu si on le souhaite. On n'est pas complètement bloqué. On a aussi un réglage complet de tout le siège. Vous pouvez le constater avec les appuis lombaires, mais c'est surtout très fin et on arrive rapidement à trouver son bonheur. Bon, vous êtes dans un véhicule qui est cher, mais c'est pas nécessairement le prix qui va inciter les constructeurs, je ne parle pas de BMW, mais d'autres constructeurs, à obligatoirement vous proposer des sièges confortables. Il y a des véhicules équivalents avec un confort qui est vraiment en retrait par rapport à celui de la 550e Touring. Donc sur l'arrière, ça ne m'a pas choqué, je n'ai pas été grandement surpris par le confort des sièges arrière, il ne faut pas exagérer. En revanche, à l'avant, là, ils sont clairement dans le haut de la fourchette. Affichage tête haute en couleur sur le pare-brise, avec la navigation, les panneaux de circulation, et c'est hyper lisible. Ça, c'est agréable. D'ailleurs, on en vient à ne plus utiliser l'écran d'instrumentation qui est juste en dessous. D'ailleurs, ce combiné d'instrumentation, il fait 12,3 pouces. Il est inclus dans cette dalle, le BMW Curve Display, qui inclut l'instrumentation et l'info-divertissement. Volant en QRM à 3 branches multifonctions qui est chauffant. 400 € sur notre modèle, avec le repère noir à 12 heures, le mets-plat sur la partie inférieure. À droite, vous aurez accès au téléphone, au volume, à la navigation dans l'écran d'instru, à la commande vocale, et à gauche, l'ensemble des aides à la conduite. Il y a aussi des palettes derrière le volant, avec la fameuse palette Boost. Je vais y revenir sur la partie de l'essai routier. Au niveau des aides à la conduite, on a la détection de collision avant, avec intervention de freinage pour piétons, cyclistes et fonction intersection, l'avertisseur de collision arrière et l'avertisseur d'angle mort. Pour 2100 €, et ça c'est inclus sur le modèle que j'essaie aujourd'hui dans cette vidéo, vous pourrez avoir le Driving Assistant professionnel. C'est un pilote semi-automatique jusqu'à 210 km/h. En gros, vous avez le régulateur de vitesse avec la fonction Stop and Go, l'assistant de direction, le contrôle de la trajectoire et l'ajustement automatique de la vitesse en fonction des panneaux qui se présentent sur la route que vous êtes en train d'emprunter. Et deuxième technologie, vous avez l'assistant d'évitement. Bref, vous l'aurez compris, cette voiture, elle est ultra sécurisante. On a une caméra d'habitacle sur notre modèle, ça permet de prendre des photos ou d'enregistrer de courtes vidéos et de les visionner sur l'écran de contrôle, et vous pourrez aussi les télécharger à partir de votre smartphone. Et d'ailleurs, en cas de déclenchement d'alarme, il y a une photo qui est automatiquement prise. Au centre, on a l'écran d'infodivertissement de 14,9 pouces qui est tactile, qui est inclus dans cette dalle BMW Curve Display, qui comprend la navigation connectée avec information de trafic en temps réel, le streaming audio avec Deezer, le streaming vidéo avec YouTube. Il y a plusieurs jeux qui sont disponibles, seuls ou en multijoueur. Et en gros, votre téléphone, ça va être la manette. Android Auto et Apple CarPlay sont de série. Heureusement, vous allez me dire à ce niveau de prix. Le Parking Assistant Plus, il est sur notre modèle. En gros, vous avez l'assistant de marche arrière, l'auto-reverse. Vous avez l'assistant de stationnement, le stationnement automatique. La caméra 360 degrés avec Remote 3D View qui permet de voir autour du véhicule à distance. Et vous avez le Drive Recorder, ça enregistre une vidéo autour du véhicule et ça déclenche automatiquement en cas d'accident ou alarme. Il y a aussi l'application MyBMW. Ça, on le retrouve d'ailleurs chez toutes ses concurrentes. Ça permet de déverrouiller le véhicule, de le verrouiller, de le localiser, faire des appels de phare, démarrer la ventilation, le chauffage, consulter le statut de la voiture, programmer une destination, suivre la recharge électrique ou encore regarder la caméra d'habitacle. En dessous de cet écran, on a des commandes tactiles via la barre lumineuse pour la climatisation automatique 4 zones sur notre modèle et on a le bouton Warning qui est au centre. On retrouve aussi ces inserts décoratifs en fibre de carbone. En dessous, un chargeur à induction, 2 portes gobelets, 2 prises USB-C. On a le sélecteur de vitesse qui est parfaitement intégré dans cette console centrale qui est en piano black. Les commandes d'accès rapide à l'infodivertissement, les boutons M-Mode. Et pour 700 €, vous pourrez avoir en option, ça c'est pas sur notre modèle, l'application en cristal Crafted Clarity. Et au centre, on a un accoudoir avec rangement et une prise 12 volts qui est présente. Passons maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par ses suspensions.
On a un schéma assez classique, hein, double triangulation à l'avant en aluminium et un essieu à 5 bras, là aussi en aluminium sur la partie arrière. Mais sur toute série, on a les suspensions adaptives Pro. Alors ces suspensions adaptives Pro, elles vont venir abaisser le châssis de 5 mm, mais surtout vous offrir des amortisseurs à régulation électronique. C'est pas ce qu'il y a de plus précis et performant hein, sur cette voiture, puisque pour 4 200 €, vous pourrez opter en option pour les suspensions adaptives M Pro avec la fonction Active Roll. Alors là, c'est assez simple. Vous allez en fait avoir des moteurs électroniques rotatifs qui vont venir compenser les forces d'inclinaison en virage. Alors, ce genre de technologie, il y a d'autres constructeurs hein, qui le proposent, comme Porsche avec son Porsche Dynamic Chassis Control. Il est vrai que ça marche assez bien. Je trouve juste que pour une voiture dont la philosophie, c'est le confort, c'est quand même une grande routière, c'est pas du tout le circuit, c'est pas le sport. Optez pour une option à 4 200 €, donc vous allez peut-être vous servir moins de 1% du temps, ça n'a que très peu de sens. Après, si vous avez un budget illimité, faites-vous plaisir. Mais je trouve que déjà de base, la voiture est relativement bien amortie. Celle que j'essaie, elle n'est pas équipée, hein, cette option, elle a la suspension de base. Si je parle juste de cette suspension de base, après 2 jours d'essai à son volant, alors je trouve qu'elle arrive quand même bien à maintenir la tenue de cap, même lorsqu'on exagère un petit peu la vitesse d'entrée en virage. Les aspérités sur la chaussée sont assez bien amorties à condition qu'elles ne soient pas trop profondes. Dès que vous allez commencer à prendre par exemple un trou dans la chaussée, là on sent quand même beaucoup plus la fermeté des suspensions et des amortisseurs. Ils sont obligés avec 2,3 tonnes sur la balance d'avoir un maintien de caisse qui soit suffisant, et surtout avec les vitesses qu'on peut prendre avec ce moteur de quasi 500 chevaux, vous ne pouvez pas vous permettre de proposer une suspension avec un paramétrage trop souple. C'est assez bien fait, mais dès qu'on commence à attaquer de la mauvaise chaussée, c'est vrai qu'on le ressent. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. On a une direction servotronique M qui est asservie à la vitesse, qui va en fait se durcir au fur et à mesure que vous allez augmenter votre vitesse. Donc ça, c'est assez classique hein, sur ce genre de voiture. Mais surtout, on a l'Active Drive avec les roues arrière directrices. Vous avez en fait les 4 roues qui tournent jusqu'à un angle de 2,5 degrés de braquage sur les roues arrière. Et en fait, à basse vitesse, les roues arrière vont tourner dans le sens inverse des roues avant, et à haute vitesse, elles vont tourner dans le même sens. Alors, ça peut paraître pour certains peut-être un gadget. Je vous assure, la voiture fait plus de 5 mètres, fait 1,90 m de large en rétroviseur. C'est quand même pas un tank, mais un gabarit imposant, on va dire. Quand vous êtes en train de manœuvrer dans des parkings, c'est le genre d'option qui n'est pas trop loin de là. Vous passez quand même d'un diamètre de braquage de 12,3 mètres à 11,8 mètres. Sous 12 mètres de diamètre de braquage pour une voiture de cette taille, ça commence à devenir très intéressant. Celle-ci, elle en est équipée. Hein. Et surtout, vous allez, il ne faut pas non plus exagérer, rares vont être les moments où vous allez véritablement vous en servir. Par contre, ça va vous permettre, au lieu de faire 2 ou 3 manœuvres, d'en faire 1 ou 2. Quand vous êtes dans des parkings, par exemple, c'est le genre d'option sur une voiture de ce gabarit-là. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ne le mettent pas de série. Ça devrait être de série. Autre point, les modes de conduite. Alors, les modes de conduite, vous y aurez accès avec le bouton My Mode. Ils vont agir sur la direction, la réactivité de l'accélérateur, les suspensions et aussi l'affichage. Donc, il y a Personal, Sport, Efficient, Expressive, Relax. Il y a même des modes Digital Art et Silence. Alors, c'est vrai, quand on passe en mode sport, on a une voiture qui est beaucoup plus réactive. Même si c'est pas sur ce mode qu'on va véritablement bénéficier d'un confort accru pour le conducteur, mais aussi et surtout pour ses passagers, parce que je trouve que la voiture là pour le coup elle devient assez bout de bois, un petit peu trop ferme peut-être, mais ce sera au profit bien sûr de son efficacité si vous attaquez par exemple un col de montagne. Alors les modes de conduite les plus utilisés, ça va être le mode Personal ou Efficient. Alors mode Personal, vous pourrez tout paramétrer, ou le mode Efficient, lui il va vraiment privilégier l'autonomie de votre véhicule. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, moteur électrique complètement déchargé, c'est-à-dire batterie du moteur électrique complètement déchargé, c'est un véhicule qui va faire dans les 9 litres au 100 km. Vous avez quand même un 6 cylindres, 3 litres Twin Power Turbo qui fait 313 chevaux, hein, qui est associé à un moteur électrique qui est intégré à la boîte de vitesse, et surtout 2,3 tonnes sur la balance, donc BMW ne peut pas faire de miracle. Hein. Quand vous avez cette masse à déplacer, il faut absolument de l'essence pour alimenter le moteur. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est 9 litres de consommation. Donc, on va dire qu'avec ces 9 litres, vous avez 60 litres de réservoir. Vous pourrez faire, on va dire, un petit peu plus de 600 km, sans trop de soucis, 650 km. Et avec l'autonomie du moteur électrique, qui, après 3 recharges, moi, j'ai fait 80 km. J'ai pas réussi à monter au-delà de 80 km. Et il y a même, à ma deuxième recharge, j'étais
était à 71 km en 100% électrique. L'autonomie, on va dire, pour la puissance du véhicule, elle est correcte. Après, c'est pas avec cette voiture que vous allez faire des records de distance avec un seul plein, hein. Que ce soit d'ailleurs sur la partie essence, mais aussi sur la partie électrique. Mais ça, je vous en dirai un peu plus en détail en la comparant de manière très précise sur l'autonomie du moteur électrique avec ses concurrents directs, break, hybride rechargeable, avec des puissances assez importantes. Il y a un système de récupération d'énergie qui est disponible. Bon, ça, c'est valable sur toutes les voitures hybrides, qui va vous permettre d'augmenter votre autonomie. Après, encore une fois, si vous voulez faire des records d'autonomie, achetez pas ce genre de voiture, achetez une Toyota Prius, 122 chevaux. Là, vous pourrez faire des records d'autonomie à 3,5 litres au 100. Quand on achète ce genre de voiture, c'est qu'on aime bien rouler. On veut bénéficier quand même d'un confort acoustique, je vais y revenir dans quelques instants d'ailleurs, avec le moteur électrique, mais aussi d'une puissance importante avec ce gros 6 cylindres 3 litres biturbo. Donc j'ai envie de vous dire, bon, une 550e, ça va pas être pour les fans de battre l'autonomie de tous ses voisins ou tous ses amis. Sur l'insonorisation, on y arrive. L'insonorisation est excellente dans cette voiture, que ce soit bien sûr sur des routes départementales, nationales, mais aussi sur autoroute, à 130-140 km/h. Alors là, si vous ne mettez pas de musique, vous ne mettez rien, c'est aussi calme que l'intérieur d'une église. On a un véhicule qui, de par son agrément de conduite, reste une vraie BMW. Ce qu'on ressent, c'est qu'on a une direction très directe, une communication avec la direction qui est dans la droite lignée de ce que vous avez pu connaître si vous avez déjà eu des BMW. Ça, on retrouve ce BMW Touch, surtout des performances de premier plan. C'est peut-être sur le freinage, ou sur le freinage, quand on commence à le solliciter à pleine charge, bon, il faut avouer que les 2,3 tonnes, elles se font quand même ressentir. Il est efficace, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais par contre, à un moment, j'ai un petit peu accéléré dans des zones sinueuses. Au bout du 6e gros freinage, on sent que la voiture, elle n'aime pas trop ça. C'est pas non plus pour ça que vous allez acheter ce genre de voiture. Ni même d'ailleurs une M5. La M5, c'est pour moi une super routière, mais c'est pas une voiture de sport. Celle-ci encore moins. Mais voilà, faut quand même pas vous attendre à avoir le mordant au freinage d'une voiture qui pèse 1,2 tonne ou même 1 tonne avec une Alpine. 489 chevaux. Vous vous en doutez, bon, quand on sollicite la pédale de droite, il se passe quelque chose. Là, je me suis mis en mode sport. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Et je vais accélérer à fond. Allez, c'est parti. Ah ouais. Ouais, bon, ça accélère extrêmement fort. On a quand même une sonorité qui est assez appréciable. Même si, je trouve, ils l'ont un petit peu étouffé. Bon, la sonorité, on la sent. Les vibrations, pas d'un 4 cylindres, mais d'un 6 cylindres. Et les accélérations sont vraiment très franches. Pareil sur les reprises, la voiture en mode sport vous pousse presque à accélérer quasi constamment. Il faut vraiment se mettre en mode efficient pour se calmer à son volant. C'est rare d'avoir une réserve de puissance aussi élevée dans un break familial. Dernier point aussi, ça je tenais aussi à le préciser, l'affichage tête haute sur cette voiture est super lisible est très bien fait, très facile d'utilisation en termes de lecture, à tel point que j'ai arrêté de regarder mon écran d'instrumentation pendant quasi tout l'essai, et ça apporte quand même un élément de sécurité supplémentaire. Sur la partie de l'essai routier, on va dire que c'est une vraie BMW, elle respecte les gènes, les codes de BMW, vous n'allez pas être déboussolé au volant de cette voiture. Le poids est relativement important, presque 2,3 tonnes. Ça se ressent sur des freinages répétés à pleine charge. Mais là, encore une fois, ce n'est pas du tout le type d'utilisation pour lesquels on achète un véhicule comme ça. Elle est très bien sonorisée, les sièges sont ultra confortables, surtout à l'avant. Et les accélérations sont pour un véhicule familial juste hallucinantes. 4 secondes 4 de 0 à 100. Les aides à la conduite ne sont pas très intrusives. Ça aussi, c'est un bon point. En plus, vous pourrez les désactiver. Il faut juste se faire un petit peu au menu de l'écran d'infodivertissement. Le sans faute, elle ne le fait pas. Mais c'est une excellente routière. Ça, vous ne pourrez pas me faire dire le contraire. On m'avait déjà fait les éloges sur cette nouvelle 550e Touring. Ça se confirme à son volant, bien évidemment. Est-ce que pour autant, ça va lui suffire pour déjà, d'une part, essayer de concurrencer les SUV hybrides rechargeables, même au sein de la gamme BMW? Et surtout, est-ce que, face à ses concurrentes directes, elle a encore des chances, en 2025, de plaire et de grignoter plus de parts de marché que ses concurrentes? Ça, vous aurez la réponse d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle BMW 550e Touring.
pas mal de défauts. Déjà son prix, hein, très élevé, là on frôle les 110 000 € avec la configuration de ce véhicule. On a aussi un poids qui est important, 2285 kg, un malus au poids à acquitter à partir de 2025 en France, quel dommage. Il y a aussi un listing d'options, selon moi, encore trop long à ce niveau de gamme. En fait, vous pouvez ajouter des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros d'options sur une 550e Touring. Alors BMW s'est un peu calmé là-dessus d'ailleurs ces dernières années, il faut quand même le reconnaître. Ils font maintenant des finitions comme la finition M Sport avec beaucoup d'équipements qui sont inclus. Par contre, il faut encore mettre la main au portefeuille pour avoir un véhicule vraiment full option. L'ergonomie du système d'infodivertissement, elle n'est pas mauvaise, hein. Par contre, la prise en main nécessite voilà, quelques jours avant de se sentir à l'aise avec. Bon, ça c'est vrai qu'on n'est pas sur la facilité d'ergonomie d'une Tesla, qui est une véritable référence selon moi. BMW devrait faire un petit peu attention à ça et l'améliorer. Autre défaut, c'est pour les entrepreneurs, les entreprises, les professionnels, c'est bien sûr l'avantage en nature sur ces véhicules. Il a bondi de 70% depuis février 2025, donc forcément ça va être moins intéressant d'avoir ce type de véhicule sur votre société. Heureusement, vous en doutez, hein, beaucoup de qualité. Alors déjà, les performances de voitures de sport. La discrétion, ça c'est un véritable sleeper, très discrète, mais ça watt. Plaisir de conduire, agrément de conduite digne d'une vraie BMW, elle garde l'ADN de BMW là-dessus. Autonomie en 100% électrique, vous allez faire aller 75 km en 100% électrique, ça commence à être très intéressant. Autre qualité, sonorité du 6 cylindres et confort des sièges, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule. On est vraiment très bien accueilli avec cette version Touring. Est-ce que c'est pertinent en 2025 d'acheter une hybride rechargeable aussi performante chez BMW? Et surtout, est-ce qu'elle a des chances de finir devant ses concurrentes qui ne sont pas très nombreuses, hein, vous allez voir. Alors, j'ai pris plusieurs critères pour répondre à ces questions. Le premier critère, c'est le design. Sur le design, après, c'est une question de goût. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, vous savez, je suis fan de BMW, j'adore cette marque. C'est la plus belle entre la série 5 Touring, la Mercedes Classe E et aussi l'Audi A6. Pourtant, j'ai un petit fait pour la Mercedes, j'aime beaucoup. On va dire celle-ci, je la mets sur la première marche du podium. Ensuite, deuxième Mercedes, troisième Audi A6. Deuxième critère, les performances. 489 chevaux sur notre modèle, c'est plus que l'Audi A6 avant hybride, qui peut avoir jusqu'à 367 chevaux, et c'est plus que la Mercedes Classe E 300e avec ses 333 chevaux. Il y a aussi la Volvo V60 T6, 350 chevaux. Il faut savoir que la 550e, elle est équipée d'un 6 cylindres en ligne, quand toutes les autres ont des 4 cylindres. Autonomie 100% électrique jusqu'à 90 km, c'est moins en fait que les autres, hein. La Volvo, elle est à 93 km, l'Audi A6 avant et hybride, c'est 102 km, et la Mercedes Classe E 300e, c'est jusqu'à 110 km. Sur le coffre, là par contre, elle met une claque à toutes, 570 litres. Et sur son prix, elle est à partir de 86 650 € pour la 550e. Donc là, c'est plus que toutes ses concurrentes. Donc vous avez pu le constater, hein, elle n'est pas première dans tous les critères que j'ai énoncés. Est-ce que c'est pertinent d'acheter un break hybride rechargeable avec autant de puissance en 2025? Pour ceux qui ne veulent pas céder à la mode des SUV hybrides rechargeables, oui, bien sûr, c'est pertinent, d'autant plus qu'on a une voiture qui est extrêmement discrète, pas du tout ostentatoire, donc ça passe assez bien. On ne se rend pas compte qu'on a un véhicule vraiment à haute performance, 4 secondes 4 de 0 à 100 km/h. Selon moi, pour ceux qui aiment rouler, qui veulent vraiment un véhicule avec une tenue de route qui leur permettra d'aller adopter des rythmes dynamiques, voire même sportifs à des moments, c'est génial comme véhicule. On a de la place. En plus, on a un grand coffre, surtout lorsque vous baissez la banquette arrière. Donc c'est un véhicule qui, selon moi, est très pertinent et surtout qui va plaire à ceux qui aiment conduire. Deuxième question, est-ce qu'elle va finir devant ses concurrentes? Alors, difficile à dire, hein. Vous avez vu, c'est pas la meilleure sur l'autonomie. Là où elle bat les autres, c'est sur son coffre et sur les performances et le fait qu'elle ait un 6 cylindres. Donc on a une sonorité sur la 550e que vous ne pourrez pas retrouver ailleurs et des performances que vous ne pourrez pas retrouver non plus ailleurs. Donc tout dépend des critères qui sont importants pour vous. Pour certaines personnes, ça ne va pas être les performances ni la sonorité de l'échappement, ça va plus être par exemple l'autonomie, ça va plus être le design ou même le prix, parce que c'est pas la moins chère, hein, vous avez pu le voir. Ça va être une bataille dans un segment très confidentiel, il faut quand même le reconnaître, hein, celui des breaks hybrides rechargeables à haute performance. Elle va selon moi plus plaire que ses concurrentes. Son design, on va dire, on le met de côté, mais volume de coffre, technologie, confort des sièges, plaisir de conduite, performance. Et si c'était les seuls critères importants dans cette catégorie. Seules les statistiques de vente nous le diront, mais il y a fort à parier qu'en 2025, en France, ce soit elle
qui soit la première dans sa catégorie. Et je pense pas trop me tromper là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes d'accord avec mes prévisions de vente. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, hein, si et seulement si elle vous a plu bien évidemment. Et on est aussi présent sur TikTok et Instagram, Le Vendeur Automobile. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.